La personne exprime ses remerciements à ceux qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Elle annonce le programme de la journée, avec des sessions de conférences et des pauses pour les repas. Elle précise que l'objectif de la conférence est de démystifier le culte et d'expliquer aux participants les concepts et symboles occultes de manière pratique. Elle met en garde contre les attentes de nouveautés, affirmant que la vérité existe depuis toujours et qu'elle est simplement présentée de manière différente. L'orateur se décrit comme intense et combatif, car il considère que la vérité est en guerre contre la tromperie et les forces du mal. Il encourage les participants à laisser leurs émotions passer, mais à ne pas laisser ces émotions influencer leur interprétation de l'information. Enfin, il explique que sa passion pour la communication publique ne vient pas simplement d'un intérêt personnel, mais de l'importance de diffuser cette information. Dans cette présentation, l'orateur explique qu'il n'est pas intéressé par dire aux gens des choses bizarres ou conspirationnistes pour se faire aimer ou gagner de l'argent. Au contraire, il voit cela comme une obligation morale d'apporter des informations importantes à la conscience publique dans un monde rempli de tromperies et d'ignorance. Il encourage les participants à se concentrer sur l'information plutôt que sur sa personne et à évaluer rationnellement ce qu'il présente, même si cela peut être difficile. Il souligne également qu'il est important de rester jusqu'à la fin du séminaire pour comprendre l'ensemble de l'information, qui est si vaste qu'elle pourrait prendre plusieurs années à enseigner. Il mentionne également qu'il s'adresse aux débutants dans le domaine de l'occulte et qu'il met ces informations en ligne pour permettre à tous de les découvrir. Finalement, il explique que la présentation d'aujourd'hui est une partie de son séminaire sur la spiritualité streetwise, où il présente un cadre de 20 facteurs pour comprendre ce que signifie vraiment être éveillé, et qu'il aborde aujourd'hui le premier facteur de cette liste. La musique qui accompagne cette présentation explore les aspects clairs et sombres de l'occultisme. L'orateur souligne que la plupart des gens qui ne sont pas éveillés ou conscients partagent un facteur commun, ils n'ont aucune connaissance de l'occultisme. Qu'il s'agisse de penser que les problèmes du monde peuvent être résolus simplement par des solutions politiques ou financières, ces individus ne prennent pas en compte les dimensions spirituelles et ésotériques de la réalité humaine. L'orateur présente ensuite 3 parties principales de sa présentation sur l'occultisme, une vue d'ensemble de l'occultisme et de la connaissance qu'il contient, une exploration des différentes traditions occultes et une explication des symboles occultes couramment utilisés. Finalement, il propose une étude de cas sur le symbolisme des arcanes majeurs du jeu de tarot, mettant en eux accent aigu, vidance leur signification spirituelle profonde. L'orateur insiste sur l'importance de comprendre l'occultisme, qui est bien plus que des pratiques mystiques ou des clichés hollywoodiens. Le mot occulte vient du latin occultu, qui signifie cacher ou garder secret. Les informations occultes sont donc celles qui sont cachées à la vue de la plupart des gens, et pour les découvrir, il faut plonger sous la surface des apparences et des sens. C'est comme un iceberg dont la plus grande partie est submergée, il faut aller au-delà de la surface pour accéder à la vérité occulte. En résumé, cette présentation explore les différentes facettes de l'occultisme, mettant en évidence son importance pour comprendre les dimensions invisibles de la réalité et soulignant la nécessité de dépasser les idées préconçues et les clichés hollywoodiens pour embrasser une connaissance plus profonde. L'occultisme fait référence à une connaissance cachée qui est détenue par un petit groupe de personnes sur Terre. Cette connaissance est organisée hiérarchiquement et compartimentée, afin de maintenir le pouvoir de ceux qui en sont les détenteurs. L'occultisme ne signifie pas nécessairement quelque chose de mauvais ou maléfique, mais simplement une connaissance cachée à laquelle seuls certains ont accès. L'occultisme peut inclure des sujets tels que les sciences non comprises par le grand public, les systèmes de propulsion des ovnis, les phénomènes paranormaux, etc. Ces connaissances occultes créent une différence de pouvoir entre ceux qui les comprennent et ceux qui ne les comprennent pas. Il est important de comprendre la distinction entre le domaine exotérique, accessible au grand public, et le domaine ésotérique, réservé à un petit nombre de personnes spécialisées ou intéressées. L'ésotérisme nous rapproche de la vérité et nécessite un désir et un intérêt pour y accéder. En fin de compte, l'occultisme représente une connaissance cachée qui peut être explorée en profondeur pour une compréhension plus complète. L'ésotérique est ce qui est caché, mystérieux et au-delà de la connaissance ordinaire. Il est réservé aux initiés, ceux qui ont commencé à découvrir ces informations occultes. L'occultisme noir fait référence aux groupes occultes dans lesquels j'étais impliqué, dirigés par des personnes qui utilisaient le terme occultiste noir pour désigner la personne moyenne. Le processus d'initiation dans le culte est un moyen de découvrir ces informations ésotériques. Malheureusement, il est rare de trouver des personnes qui expliquent réellement ce qu'est l'occultisme et pourquoi il est important de le comprendre. Le mysticisme, quant à lui, est considéré comme une voie exotérique de connaissances et de pratiques spirituelles,
Alors que l'occultisme vise la connaissance objective des lois naturelles et l'alignement de la pensée, de l'émotion et de l'action. Le but de l'occultisme est d'éveiller les aspects de la conscience et de les aligner en harmonie, en développant l'intelligence, l'attention et la volonté véritable. Alors que le mysticisme vise souvent à être plus productif ou à offrir des services aux autres, l'occultisme vise la véritable liberté et l'alignement des comportements pour atteindre cette liberté. L'occultisme englobe plus que le mysticisme, car il représente un corpus de sciences ésotériques basé sur la connaissance objective des lois naturelles. Contrairement au mysticisme, qui est exotérique et relève de pratiques ou de croyances religieuses, l'occultisme est une étude des lois cachées de la nature, qui fonctionne principalement dans le monde invisible. L'occultisme consiste donc à comprendre les lois naturelles et notre lien avec elles, et à aligner nos pensées, émotions et actions en vue de l'évolution individuelle et collective. Cependant, ces connaissances occultes sont souvent dissimulées par divers moyens de manipulation et de dissuasion, qui conduisent les gens à penser qu'elles sont inutiles ou fantaisistes. Cette ignorance volontaire empêche les individus d'être maîtres d'eux-mêmes et les maintient sous l'emprise de forces extérieures. Il est donc important de remettre en question cette attitude et de chercher à approfondir notre compréhension des lois occultes pour avancer vers une évolution personnelle et collective. La personne explique que la direction prise par l'Amérique et le monde est influencée par l'occultisme et les croyances religieuses. Cependant, elle rencontre une personne qui refuse d'en savoir plus à ce sujet, arguant que les croyances des autres ne l'affectent pas. La personne souligne alors l'ignorance de cette personne et explique que la connaissance occulte est composée de la connaissance du soin, la psyché humaine, et de la connaissance des lois de la nature. Ces deux domaines de connaissance sont essentiels pour comprendre le fonctionnement de l'individu et du monde. La personne insiste sur l'importance de ces connaissances pour ne pas être manipulée et contrôlée. Elle mentionne également le rôle des anciens prêtres qui utilisaient leur connaissance des lois naturelles pour manipuler les populations. Les sciences occultes, comme la physique et l'astronomie, ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des connaissances, des outils que nous utilisons. Ce sont les intentions et l'utilisation qui en sont faites qui déterminent si elles sont utilisées à des fins bénéfiques ou néfastes. Certaines personnes catégorisent toutes les informations occultes comme étant mauvaises, mais cela est une vision unidimensionnelle et dangereuse. Il est important de faire une distinction entre l'occultisme léger, qui vise à l'expansion de la conscience et de la moralité, et l'occultisme sombre, qui vise la manipulation et le contrôle de la conscience. Les praticiens de l'occultisme léger peuvent être appelés occultistes de la lumière, magiciens, constructeurs de la lumière ou travailleurs de la lumière. De même, les praticiens de l'occultisme sombre peuvent être appelés sorciers, constructeurs sombres ou travailleurs sombres. Ces termes sont interchangeables dans le contexte de la connaissance occulte. Les occultistes sombres ont délibérément caché ces connaissances pour créer et maintenir un différentiel de pouvoir. Ils utilisent la peur et la manipulation pour amener les gens à se conformer à leur volonté égoïste. Cependant, même les occultistes légers peuvent parfois dissimuler leurs connaissances par crainte d'être stigmatisés ou de subir des représailles. En général, l'occultisme sombre est considéré comme de la sorcellerie, où la connaissance est utilisée pour manipuler les autres afin de satisfaire des désirs égoïstes. Les occultistes sombres travaillent dans le secret et contrevenant à la liberté et à la prospérité de tous. Ils sont présents dans toutes les sphères institutionnelles de la vie sur Terre, y compris les institutions religieuses. Leur objectif est de maintenir l'humanité dans un état d'inconscience et d'esclavage en utilisant des méthodes de contrôle de l'esprit, et en maintenant un schisme mental et un schisme de la vision du monde. Pour cela, ils cherchent à maintenir les individus dans un état de déséquilibre mental, soit en dominant la conscience masculine du cerveau gauche, soit en privilégiant la conscience féminine du cerveau droit, sans chercher à établir un équilibre. Ces méthodes de contrôle de l'esprit comprennent le scepticisme rigide, l'athéisme, le relativisme moral et le darwinisme social. Tant que les individus manqueront de connaissances sur ces pratiques occultes, ils resteront sous le contrôle de ces occultistes sombres. L'auteur affirme que le concept du bien et du mal est choisi arbitrairement par les hommes, et que l'homme peut inventer ce qui est considéré comme bien et mal. Il mentionne le darwinisme social, qui prône la domination des individus dotés d'une meilleure génétique et d'un intellect supérieur sur ceux qu'il considère comme inférieurs. L'eugénisme est également évoqué, avec l'idée de contrôler la propagation de certains gènes. L'autoritarisme est présenté comme la croyance en l'autorité et en la division entre maître et esclave. L'auteur affirme que la pensée du maître vise à diviser et à conquérir. Il décrit ensuite les déséquilibres mentaux, notamment du cerveau droit, qui conduisent à des croyances telles que le relativisme moral et le solipsisme.
Il conclut en affirmant que les élites occultes cherchent à maintenir ces déséquilibres dans la société afin de maintenir le pouvoir sur les masses. Dans ce texte, l'auteur explique que l'occultisme sombre cherche à maintenir deux schismes, le schisme mental et le schisme de la vision du monde. Le schisme de la vision du monde se divise entre la vision aléatoire et la vision déterminée. L'occultisme sombre veut maintenir ces schismes afin d'empêcher les gens de comprendre l'équilibre réel entre les deux. La vision aléatoire considère que l'univers est un accident et qu'il est n'apostrophe. Il n'y a pas de but sous-jacent à tout cela, tandis que la vision déterminée pense que Dieu contrôle chaque événement de la création. L'auteur soutient que la vérité se trouve dans un équilibre entre ces deux visions extrêmes, affirmant que l'univers fonctionne grâce à une combinaison de déterminisme et d'aléatoire. Dans ce texte, l'auteur parle du concept de déterminisme et de la loi naturelle qu'il a approfondi lors d'un séminaire. Il recommande vivement aux gens de se familiariser avec ces concepts, car ils font partie intégrante de son travail. Le déterminisme fait référence aux lois immuables qui gouvernent les conséquences de nos choix, tandis que la loi naturelle englobe les lois morales gravées dans la pierre et ne pouvant être changées. Cependant, l'auteur souligne également l'importance du libre arbitre, une composante de la nature qui permet aux êtres dotés d'intelligence de prendre des décisions. Les lois de la nature et le libre arbitre travaillent ensemble pour nous apporter les résultats de nos choix et expériences, afin que nous puissions apprendre et grandir. L'auteur mentionne également que les occultistes cherchent à éloigner les gens de cette compréhension de la réalité et de la façon dont elle est construite. La réalité que nous expérimentons collectivement en tant qu'espèce est créée à travers un processus de co-création collective en fonction des connaissances que nous acquérons et de nos comportements. Les occultistes obscurs connaissent ce principe et cherchent à contrôler la réalité à un niveau supérieur. L'auteur mentionne enfin la méthode du trivium, qui est un ancien outil de découverte de la vérité, et explique les étapes de la grammaire, la collecte d'informations, de la logique, la compréhension des informations, et de la rhétorique, l'application des informations. En comprenant ces concepts et en appliquant la méthode du trivium, nous pouvons construire une réalité basée sur la connaissance, la compréhension et la sagesse. La logique du trivium, ou le modèle analogique de l'informatique, correspond à l'étape du traitement. Ces processus se déroulent dans l'esprit humain et sont choisis individuellement en fonction des informations disponibles. Ainsi, sans une bonne maîtrise de la grammaire et sans rassembler les connaissances nécessaires à la première étape de ce processus, il est impossible d'effectuer le traitement et d'arriver à une compréhension. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne comprennent pas les principes des sciences occultes, car elles n'ont même pas commencé à apprendre ce qu'elles occultent ou contiennent. La troisième étape de ce processus consiste à agir et à prendre des mesures en fonction de notre compréhension. Le comportement de chaque individu dans une société est basé sur la qualité des processus de prise de décision, qui dépendent à leur tour de la qualité de l'information disponible. La sagesse se manifeste par l'action, en utilisant les connaissances accumulées et assimilées. Il est important de noter que la sagesse est différente de la connaissance et de la compréhension. La connaissance est objective et peut être assimilée, tandis que la compréhension est un processus interne basé sur la connaissance assimilée et traitée. La sagesse se manifeste par l'action dans le monde avec les connaissances cumulées et comprises. Le niveau suivant dans ce processus est ce que nous obtenons en fonction de nos actions. Cela se manifeste dans la réalité et les conditions que nous expérimentons. La qualité de ces conditions dépend de la qualité globale du comportement au sein de la société. Ainsi, la progression se fait par étapes, de ce que nous avons appris à ce que nous avons compris, puis à notre comportement et enfin à ce que nous obtenons et expérimentons dans la réalité. Il est également important de souligner que les occultistes sombres cachent ces connaissances pour conserver leur contrôle sur l'humanité. Ils ne veulent pas que les gens comprennent profondément ce processus car il révèle la véritable loi de l'attraction et notre relation avec elle. Si la majorité de l'humanité comprenait ce processus, ils perdraient leur contrôle. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher une moralité croissante dans notre société pour accéder à une plus grande liberté et échapper au contrôle de l'esprit des occultistes sombres. Les occultistes de la lumière peuvent également cacher des connaissances occultes pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains et soient utilisées à des fins immorales de manipulation et de contrôle. Dans cet extrait, l'auteur parle des occultistes de la lumière qui ont caché certaines connaissances occultes à des fins de culte. Il souligne que bien qu'il ne condamne pas totalement cette pratique, il estime que dans le contexte actuel, il est important que cette information soit révélée et partagée sans restriction. Il reconnaît cependant qu'il y a des occultistes sombres qui utilisent ces connaissances à des fins de manipulation et de contrôle. L'auteur insiste sur l'importance de l'égalité et de l'accès équitable à la connaissance pour tous.
Il décrit les occultistes de la lumière comme ceux qui diffusent et répandent ces connaissances occultes cachées afin de mettre fin à l'ignorance généralisée et de libérer l'humanité de l'esclavage mental. Il conclut en soulignant que ces connaissances ne sont pas totalement inaccessibles, mais qu'il peut y avoir des obstacles pour les obtenir, notamment en raison de la quantité d'informations inutiles à trier. Dans cette présentation, l'orateur souligne l'importance d'être totalement présent et d'avoir accès à l'information dont nous avons besoin. Il aborde également la signification de l'ignorance et critique le fait que la société préfère l'ignorance. Il explique qu'il a consacré beaucoup de temps à la lecture et à l'apprentissage, mais que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire l'effort nécessaire. Il parle ensuite de l'initiation à l'occultisme, en soulignant que les différentes traditions occultes ont toutes pour objectif de transmettre une connaissance pratique des lois naturelles de l'univers et de la manière dont nos choix et décisions influencent notre réalité. Il résume ensuite qu'il existe de nombreuses traditions occultes, mais qu'elles ont toutes pour but d'enseigner comment les lois de la nature fonctionnent en relation avec nos décisions. Le chamanisme est considéré comme la plus ancienne tradition occulte sur Terre. Il ne s'agit pas d'une seule pratique, mais plutôt d'un ensemble de pratiques regroupées en différentes sous-sections ou sous-groupes en fonction des cultures et des régions géographiques. Les chamans sont des individus qui travaillent avec des connaissances anciennes et élevées dans le domaine spirituel. Ils utilisent différentes techniques, telles que la musique, la danse, les endurances extrêmes ou l'ingestion de substances hallucinogènes, pour atteindre des états modifiés de conscience et interagir avec des intelligences spirituelles. Le terme chaman signifie celui qui voit dans l'obscurité et les chamans sont considérés comme des guides qui montrent la voie vers la lumière de la connaissance. Leur travail consiste à travailler avec la psyché humaine, en particulier les parties sombres et profondes de l'inconscient, ainsi qu'avec les forces de la nature, dans le but de guérir et d'élever leur communauté. Les chamans utilisent souvent des substances hallucinogènes naturelles telles que le cannabis, les champignons hallucinogènes et l'ayahuasca pour faciliter leur pratique. Ces substances ont été utilisées à travers le monde pendant des siècles. Les Amérindiens utilisaient souvent des dérivés de plantes pour des raisons spirituelles et thérapeutiques. Le terme entéogène désigne une manière plus moderne de parler des hallucinogènes ou des psychédéliques. Il vient du grec en qui signifie à l'intérieur, théo qui signifie Dieu ou divinité, et gène qui vient du latin générer signifiant créer. Ainsi, en théorie, cela signifie créer ou générer le divin à l'intérieur de soi. Le mot psychédélique est un terme plus populaire qui vient du grec psyché signifiant esprit, et du verbe grec délone signifiant rendre visible, supprimant l'obscurité. Cela signifie donc littéralement révéler l'esprit ou supprimer certains aspects obscurs de l'esprit. Ces substances ont été utilisées dans le contexte religieux comme des sacrements, c'est-à-dire des moyens de communier avec le divin et d'entretenir une mentalité sacrée. Dans le christianisme, le terme communion est également utilisé, signifiant la construction ou la protection d'une communauté. Ces substances sont également considérées comme de véritables médicaments, en particulier le cannabis, qui peut être utilisé pour guérir de nombreuses maladies chroniques, y compris le cancer. Cependant, ces informations ont été occultées car l'industrie pharmaceutique préfère garder les gens dépendants de leurs médicaments. En résumé, les substances psychédéliques sont des outils spirituels et thérapeutiques qui peuvent aider à élever la conscience humaine et à rétablir l'ordre dans une société en ruine. La connaissance et la médecine sont considérés comme les outils ultimes dans la culture chamanique. Certaines personnes défendent l'idée que la culture chamanique avait un fort contrôle sur la conduite et l'éducation des jeunes. Cependant, l'auteur rejette l'idée de contrôle au profit de l'encadrement des jeunes. L'éducation chamanique avait pour objectif d'enseigner aux jeunes les principes de la loi naturelle et de différencier les comportements justes des mauvais. Cette approche, absente dans notre société actuelle, était jugée inacceptable par les cultures chamaniques. L'auteur souligne que le système éducatif actuel cherche plutôt à enseigner la conformité et à façonner les esprits selon les souhaits de l'État, ce qu'il appelle pédagogisme. Les méthodes d'éducation chamanique, bien que controversées, visaient à former des individus moraux. Cependant, ces pratiques ont disparu progressivement avec l'avènement de la civilisation moderne, ne laissant que quelques cultures chamaniques isolées en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Les individus qui ne se conformaient pas à ces normes morales étaient souvent exclus de ces cultures et abandonnés à leur sort dans la nature. L'auteur défend l'idée que les enfants sont comme des disques durs vierges et que leur développement dépend en grande partie de l'éducation qu'ils reçoivent dans leur jeunesse. Il critique la tendance à laisser les enfants se développer de manière autonome, sans intervention ni responsable de les guider. Cette idée impopulaire met en évidence la responsabilité des parents et de la société dans la programmation mentale des jeunes pour en faire des individus moraux.
Cette société est confrontée au problème des enfants abandonnés qui grandissent sans une éducation morale de la part de leurs parents, ce qui les pousse parfois vers des pratiques occultes telles que le satanisme. L'éducation morale des parents est essentielle pour élever des individus moraux. Dans certains cas, ce sont des étrangers qui comblent ce manque d'éducation et élèvent ces enfants. Les cultures chamaniques, qui accordent une importance particulière à l'éducation morale, affichent souvent des taux de criminalité et de maladies mentales plus faibles que d'autres cultures. Il est souligné que l'être humain fonctionne en partie comme un ordinateur, en assimilant les informations qu'il reçoit. Si de bonnes informations sont intégrées, cela se reflète dans le comportement, mais des mauvaises informations peuvent conduire à des résultats médiocres. Le chamanisme est brièvement présenté comme une tradition ancienne d'enseignement moral en Égypte, associée à des pratiques occultes. Enfin, il est mentionné que le terme Kémet désignait à l'origine l'Égypte ancienne, qui signifie terre noire, en référence aux sédiments laissés par le Nil lors de ses débordements annuels. Les anciens Égyptiens utilisaient le terme Misraïm pour désigner l'Égypte, dérivé du mot hébreu pour l'Égypte. Misraïm fait référence à un lieu sur le Nil et peut également avoir une signification mystique liée à la loi morale et naturelle. Dans la mythologie égyptienne, il y avait une trinité de dieux et déesses, avec Osiris, Isis et Horus. Osiris représente l'esprit créateur, Isis symbolise les aspects émotionnels de l'être, et Horus représente l'action juste. Ces trois entités sont représentées dans le symbolisme égyptien, avec Osiris au centre, symbole de l'esprit, et les couleurs rouge et bleu représentant respectivement les capacités du cerveau gauche, logique, et droit, intuition et créativité. La Trinité égyptienne représente les différentes facettes de notre conscience, la pensée, l'émotion et l'action. Elle incarne également les aspects positifs de la lumière, qui opère à travers l'esprit créatif, féminin sacré, et la logique mentale, masculin sacré. Les histoires allégoriques dont il est question parlent d'un combat contre les forces du mal, représenté par les Russes, et de la victoire finale qui permet de guérir le monde grâce à la lumière et à l'action juste. C'est une allégorie de la connaissance et de son utilisation pour le bien ou le mal. La moralité et la compassion sont nécessaires pour éviter de sombrer dans l'obscurité. Les Égyptiens associaient la mort à l'ouest, symbole de la direction opposée au lever du soleil. La déesse Maat représente la loi naturelle, la vérité et la justice. Elle enseigne comment éviter le chaos en choisissant des actions moralement justes. Les confessions négatives consistaient à dire ce qui n'était pas accepté par Maat. Le jugement après la mort consistait à peser le cœur du défunt sur une balance, symbolisant la compréhension de la moralité. Si le cœur était plus lourd que la plume de Maat, cela signifiait que la personne ne comprenait pas réellement la moralité et devait retourner pour apprendre des leçons supplémentaires. Dans une autre vie, il existe un rituel où le poids de la plume est égal ou inférieur à celui de l'âme. Cette allégorie symbolique raconte comment un être peut devenir un être de lumière grâce à sa connaissance de la différence entre le bien et le mal. Selon les enseignements, cette transformation permet à l'être de devenir une étoile et d'illuminer d'autres civilisations. Un autre symbole utilisé dans cette tradition est le grand sphinx d'Égypte, souvent appelé le gardien des mystères. Certains pensent que ce sphinx représentait à l'origine l'alchimiste primordial, mais son visage aurait été altéré au fil du temps par l'eau. Des inondations dans cette région il y a plus de 10 000 ans ont altéré le sphinx, mais son visage a été restauré pour représenter un lion combiné à une vierge. Cette réflexion s'appuie également sur l'alchimie, une tradition occulte qui trouve ses origines dans la tradition égyptienne. L'alchimie enseigne la moralité et la connaissance de la loi naturelle afin de se transformer de l'ignorance vers l'illumination. L'alchimie est transmise par des allégories et des symboles, permettant de décoder un sens caché, souvent une leçon morale. Selon cette tradition, les métaux de base utilisés en alchimie sont en réalité des modalités de la conscience humaine imparfaite. Les alchimistes cherchent à transmuter ces métaux de base en conscience éclairée, en éliminant leurs imperfections, et en harmonisant leurs pensées, émotions et actions avec la loi naturelle. Cette transmutation symbolise la purification de l'esprit, du corps et de l'âme. La voix évoque la nécessité de se débarrasser des impuretés qui sont présentes en nous. Il est question de décomposer et dissoudre ces impuretés qui proviennent de la désinformation, des croyances erronées et des mauvaises programmations auxquelles nous sommes confrontés. Pour cela, l'alchimiste utilise des symboles comme le triangle inversé pour représenter la terre et ses caractéristiques inhérentes à l'être, le triangle pointant vers le haut symbolisant le feu qui représente l'action, la volonté et le courage, le triangle inversé représentant l'eau qui symbolise l'émotion et l'intuition, et enfin la roue solaire à 8 rayons représentant la quintessence,
c'est-à-dire l'esprit et l'étincelle divine présente en chaque être humain. L'alchimiste utilise également une substance de départ appelée prima materia, qui peut être symbolisée par l'argent qui représente les aspects féminins de la psyché humaine, tels que l'intuition et la sagesse, nécessaires pour commencer le processus alchimique de transformation. Enfin, l'alchimiste recherche un agent de transformation appelé la pierre philosophale, qui représente à la fois l'homme lui-même et l'étincelle divine présente en chaque être créé. Dans cet extrait, l'auteur aborde brièvement les 3 phases de transmutation et d'alchimie, qui sont expliquées de manière allégorique. La première phase, nommée Nigredo, représente la descente de l'âme dans le plan matériel et la souffrance vécue dans le monde physique. Les alchimistes la symbolisent souvent par l'élément du sel, qui est dur et résistant au changement. La deuxième phase, appelée Albedo, est le processus de purification spirituelle, où le sel est réduit en vif argent ou mercure, représentant la fluidité et le changement mental, émotionnel et spirituel. La troisième et dernière phase, nommée Rubedo, représente la transmutation en or ou en soufre, symbolisant la conscience purifiée et éclairée, en unifiant l'homme limité avec le divin. En résumé, l'alchimie est une tradition allégorique visant à unir le microcosme de l'homme avec le macrocosme divin, en purifiant et en élevant la conscience. L'auteur souligne également l'importance de se connaître soi-même pour comprendre l'univers et les dieux. L'univers et sa compréhension sont liés à l'interaction entre le libre arbitre et la loi naturelle. Ce thème est récurrent dans les traditions ésotériques et occultes, notamment dans la tradition hermétique, héritée de l'Égypte antique et transmise à la Grèce. Le livre Kybalion, parfois appelé le Kabbalion, est une référence importante de la philosophie hermétique. Hermès Trismégiste, considéré comme l'alchimiste originel, est le personnage central de cette tradition, illuminant de nombreux enseignements ésotériques. Les enseignements hermétiques sont considérés comme les racines de l'occultisme moderne, bien que certaines philosophies et traditions anciennes, telles que le chamanisme, puissent être encore plus anciennes. La tradition hermétique est un ensemble d'enseignements, plutôt qu'une religion dogmatique, et ceux-ci ont été préservés par quelques initiés à travers les siècles. Cependant, l'idée selon laquelle ces enseignements devraient être réservés à une élite est contestée de nos jours, car dans le contexte actuel de chaos mondial, il serait préférable de diffuser cette connaissance au plus grand nombre. Cet extrait parle de la tradition hermétique et de la transmission de la vérité. Selon cette tradition, la vérité est réservée à un petit nombre de personnes prêtes à la comprendre et à la maîtriser. Les initiés ont la responsabilité d'allumer les feux de la vérité pour le reste du monde lorsque la lumière de la vérité s'affaiblit. Ces hommes ne cherchent pas l'approbation populaire et sont indifférents au nombre d'adeptes, car ils savent que peu de personnes sont prêtes à recevoir et reconnaître la vérité. L'auteur admet qu'il y a un certain nombre de personnes déjà préparées pour la vérité, mais la plupart des gens semblent vouloir passer par un profond processus de souffrance pour l'accepter. Cependant, l'auteur ne soutient pas cette attitude élitiste de réserver l'information aux seuls élus. Il croit en un égalitarisme dans la transmission de l'information vitale et se propose de la transmettre librement à ceux qui sont prêts à la recevoir. Ce sera leur choix, et ceux qui l'ignorent le feront à leur risque et péril. L'auteur affirme être un hermétiste qui critique l'attitude élitiste et réservée de certains hermétistes. Il souligne que dans l'histoire, les maîtres hermétistes ont choisi de garder le silence plutôt que de se faire martyr, laissant les autres souffrir en refusant de recevoir les enseignements hermétiques. L'auteur critique cette approche, affirmant qu'elle n'a pas empêché l'esclavage et que si plus de personnes avaient eu le courage d'enseigner ces connaissances, l'humanité aurait pu éviter sa propre ruine. Il mentionne également les 7 principes hermétiques enseignés, dont le principe du mentalisme, de correspondance, de vibration, de polarité et de rythme. Dans cette discussion, il est souligné que le principe de cause à effet est essentiellement similaire à la loi naturelle. Ce que nous mettons en œuvre dans l'univers nous est renvoyé sous forme de conséquences. Ainsi, nous récoltons ce que nous semons. De plus, le principe de genre est évoqué, stipulant qu'il existe une dualité masculine et féminine présente dans toute la nature. Ces principes hermétiques sont considérés comme gravés dans la pierre, fonctionnant intrinsèquement dans la nature, et notre tâche est de les comprendre et d'harmoniser notre existence avec eux. Il est également souligné que les lois physiques, telles que la gravité, sont inamovibles et nous devons les prendre en compte pour éviter de nous causer des souffrances inutiles. La tradition hermétique joue un bon rôle dans l'explication de ces principes fondamentaux de la loi naturelle. La discussion se termine en projetant une deuxième session de discussion à 14 heures.